pour cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Thierry Marchand de la CDI FNAIM. Bonjour Thierry. Bonjour à tout le monde. Lionel Jeannot de la FIDI, Fédération. Alors le logo est à l'envers, Lionel, hein. Je pense que pour les autres aussi. Je ne sais pas pourquoi. Il faut ouvrir le micro, Lionel. Et alors moi je le vois à l'endroit, donc bougez pas. Alors, ah ben il est à l'envers. C'est du direct. Hein. C'est pas très grave, peut-être que tu vas y arriver. Bonjour Lionel, en tout cas. Bonjour à tous. Et Émilie Eke, conseiller médical et environnement intérieur à l'APA. Bonjour Émilie. Il faut ouvrir le micro, Émilie. Alors, il faut sélectionner voilà, les joies du direct. Il faut sélectionner le bon micro. Est-ce que là, vous m'entendez? Voilà, on vous entend. Bonjour Émilie. Voilà, bonjour. Alors, aujourd'hui, on a un double sujet qui est la QAI, qualité de l'air intérieur, et le DPE. Alors, la QAI, comment identifier les sources de pollution et à qui les attribuer? La rénovation énergétique, quelles conséquences sur la qualité de l'air intérieur? On verra également le nouveau modèle de DPE, notamment qui prend en charge la ventilation, si je ne me trompe pas. Et puis, est-ce que le DPE va imposer, va rendre obligatoire la rénovation des logements? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser également. Voilà, alors peut-être pour commencer cette discussion ensemble, Émilie, pour nous faire un petit état des lieux aujourd'hui sur la QAI, parce que vous rencontrez de nombreuses personnes qui sont atteintes de pathologies. Oui, donc voilà, en tant que conseillère médicale en environnement intérieur, j'interviens à la demande de médecins, hein, des pneumologues pour la plupart du temps, dans des logements pour des patients qui souffrent de pathologies respiratoires. Et donc, le but de ces enquêtes environnementales est d'identifier les potentielles expositions problématiques pour la santé respiratoire des occupants et d'améliorer la qualité de l'air intérieur. Donc c'est vrai que nous, dans notre pratique, on est très, très confrontés à différentes sources de pollution intérieure qui sont tant liées à des désordres structurels du bâti qu'à des usages au sein du logement par les occupants. Donc on intervient sur ces deux champs-là pour essayer d'améliorer la qualité de l'air intérieur, et on voit qu'effectivement, il y a un lien très fort entre qualité de l'air intérieur, santé du bâti et santé humaine également. Voilà, ça nous fait une introduction là, sur cette table ronde où on va être ensemble pendant quelques minutes. Alors, Thierry Marchand pour la FNAIM, la CDI FNAIM. Aujourd'hui, on peut dire que la rénovation énergétique a des conséquences sur la qualité de l'air intérieur. Ah, tout à fait, parce que la rénovation énergétique, depuis ces dernières années, a été faite d'une façon morceau par morceau, sans se préoccuper de la problématique du logement et de son devenir. On s'occupe principalement de rénover soit les murs, soit changer les fenêtres, soit changer sa chaudière. Mais la vision globale du bâtiment et du logement n'a pas été souvent prise en compte pour divers problèmes, souvent des problèmes financiers. Mais néanmoins, on a toujours fait ça par le petit bout de la lorgnette, et on engrange beaucoup de problèmes dans le bâtiment. Ce qui vient d'être dit est tout à fait exact. Et on crée des pathologies en voulant rénover au mieux son logement. Il faut regarder le bien dans sa globalité. Oui, les pathologies qu'on crée, ils sont de quel ordre? Alors finalement, c'est pas forcément ce que j'entends, ce que vous dites Thierry, c'est que c'est ce que tu dis, on peut se tutoie. Ce que tu dis Thierry, c'est pas forcément une bonne chose de rénover. C'est ça qu'on peut en retenir, ou tout au moins la rénovation, il faut faire attention. Alors, il faut faire attention à la rénovation, puisque la rénovation, on rénove pas un bâtiment ancien comme un bâtiment neuf, un bâtiment moderne. Les technologies sont pas les mêmes. Les technologies des bâtiments, on va dire avant les années 48, pour faire à peu près simple, a été construit sur des structures dites des structures ouvertes, c'est-à-dire que les pierres qui faisaient l'ossature de l'immeuble étaient des pierres qui absorbaient de l'humidité, et que l'été redistribuait cette humidité vers l'extérieur,
peut-être vers l'intérieur du logement, c'était pas très grave puisque le logement était ventilé. Alors c'est sûr qu'on se chauffait pas, on n'avait pas un besoin de qualité de chauffage comme on a aujourd'hui, mais on avait un immeuble qui respirait. Et au fil des années, on a voulu isoler les bâtiments, on a voulu changer les fenêtres, par exemple, mettre des fenêtres en PVC, c'est très confortable, parce qu'en plus c'est très confortable au niveau acoustique. Mais on a créé un sac isotherme, et le pauvre bâtiment n'arrive plus du tout à respirer, et on crée des moisissures dans les bâtiments. Nous, en Bretagne, parce que je suis breton, on crée des pathologies comme de la mérule. La mérule, il n'y est pour rien, hein. La mérule, c'est qu'on ne l'amène pas, mais elle survit dans des bâtiments mal aérés, mal ventilés, confinés. Et évidemment, là où la mérule prospère, les polluants, les particules des moisissures prospèrent également. Et là, la conséquence sur la santé est absolument considérable. Oui. Ce qu'on disait en préparant cette table ronde, Lionel, on se disait, mais aujourd'hui, pour la ventilation, finalement, c'est le diagnostic gaz qui permet de déceler presque les premiers défauts qu'il peut y avoir. Alors oui, mais alors, au-delà de ça, il faut quand même rappeler que on vit tous dans des univers clos. 80% de notre temps, il est passé dans des univers clos. Et c'est pour ça que la qualité de l'air qu'on respire à l'intérieur est relativement importante. Et que si on se réfère à une étude de l'Office de la qualité de l'air intérieur et de l'ANSES, on estime à 19 milliards d'euros le coût de la pollution de l'air intérieur. Donc, c'est pas neutre. Et c'est vrai que cette qualité de l'air intérieur, elle vient se télescoper avec la problématique de la rénovation énergétique. Pour autant, la qualité de l'air intérieur, elle dépend des émissions évidemment intérieures, donc le mobilier, les différents matériaux, la combustion du type de chauffage, mais l'activité humaine, et c'est ce que disait Thierry, parce que la mérule est entre autres liée à l'activité humaine par le biais de l'entretien ou pas du bâti, et les pratiques d'aération. Et la qualité de l'air et aussi la qualité de l'air extérieur. Donc en fait, l'ensemble de ces strates fait que la qualité de l'air intérieur a un impact sur nous tous, mais elle est d'autant plus complexe. Et ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que pour limiter et maîtriser la qualité de l'air intérieur, il faut que les différents acteurs et les occupants essayent de voir les choses de façon transversale. Alors, pour répondre à ta question dans le cadre du diagnostic gaz, c'est vrai que dans le cadre des diagnostics gaz qu'on peut réaliser, et à la fois dans le cadre des ventes et à la fois dans le cadre des locations, on constate, puisque c'est vrai que le détalonnage des portes et autres font partie du renouvellement d'air, on constate, de par les habitudes des occupants, des ventilations qui ne se font plus, alors qui ont des effets néfastes dans le quotidien, et à la fois qui vont créer des pathologies, et Émilie nous les rappellera probablement tout à l'heure, et à la fois sur l'entretien du bâti, et par des moisissures ou des champignons qui vont apparaître. Et c'est vrai que le diagnostic gaz permet de souligner ces manques, même si c'est pas son but principal. Oui, finalement, c'est une conséquence de ce diagnostic. Alors, 19 milliards d'euros, si j'ai bien compris, mais c'est un chiffre incroyable que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si vous le connaissiez. C'est sur la santé des occupants. Alors, c'est tout confondu, c'est-à-dire que c'est les pathologies graves et pas graves et c'est toute la difficulté de la qualité de l'air intérieur, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que il y a la vie du bâti et puis la problématique de la pollution extérieure. Donc le tout dans ce cumulé, ça a un vrai coût. C'est un vrai coût sur nos vies et sur les estimations que ça peut représenter. Ouais. Émilie, quand on regarde toujours sur cette qualité de l'air intérieur, c'est aujourd'hui, finalement, on peut se poser la question, c'est ce que disait Lionel, c'est une difficulté que vous devez avoir. Vous avez des personnes qui viennent vous voir, ils sont malades. C'est une difficulté pour identifier les sources et les origines.
C'est une difficulté de les identifier, une difficulté d'en attribuer la responsabilité également, c'est pas toujours simple. Voilà. Après, dans les logements, nous, on a vraiment le regard sur les habitudes et l'occupation et du coup la création de polluants par les occupants eux-mêmes. Donc, on identifie ça avec eux en leur faisant prendre conscience de la nécessité de diminuer l'utilisation de certains produits qui génèrent des COV. On en retrouve beaucoup quand on utilise certains produits ménagers. On n'imagine pas à quel point ça peut avoir un impact et que des personnes fragilisées sur le plan respiratoire aggravent leur pathologie respiratoire en s'exposant à ces COV, ces irritants respiratoires, par leur propre usage sur lesquels, là, pour le coup, ils ont la possibilité d'agir. C'est moins le cas quand on est exposé à la pollution extérieure. En pollution intérieure, on peut déjà participer à la diminution des expositions en modifiant ses propres pratiques à l'intérieur du logement. Voilà. Et puis après, identifier effectivement les désordres bâtis qui peuvent avoir une influence sur la qualité de l'air intérieur. Là, c'est un peu plus technique. Il faut pouvoir comprendre les phénomènes pour diminuer les expositions et amener à une amélioration du bâti. Oui, parce que finalement, les locataires viennent vous voir en disant il y a un problème dans mon logement, une mauvaise qualité, mais c'est pas si simple que ça. Il y a des co-responsabilités. Non, c'est pas si simple que ça. Alors, oui, il y a des co-responsabilités. Alors, le préalable à nos visites, c'est toujours une demande médicale. C'est pas une demande de particulier. C'est pas le particulier qui vient nous voir en disant moi je venais faire un diagnostic chez nous. Il faut savoir qu'on ne fait pas de métrologie de manière systématique en fait. Donc c'est vraiment sur place, en fonction de la pathologie et des constats réalisés, qu'on juge de la nécessité des prélèvements qu'on fera, de quels prélèvements et pourquoi les faire. Si ce n'est pour apporter une réponse et du coup amener à une diminution d'exposition. Donc c'est toujours médical au départ. Et effectivement, le but est d'identifier les expositions. Des fois, on n'en trouve pas. Des fois, voilà, ça fait partie du bilan médical finalement, de dire dans ce logement-là, il n'y a pas d'exposition, donc on peut clore le dossier sur ce sujet-là. La pathologie n'est pas liée à l'exposition à domicile. Oui, parce qu'il est difficile de trouver une responsabilité entre l'occupant, le propriétaire, une mauvaise construction du bâtiment, c'est ce que disait Lionel. Oui. Et, ça peut être des co-responsabilités. Voilà, donc c'est jouer un peu sur les deux, faire prendre conscience à l'un quand il y a un désordre de bâtiment, de copropriétaire quand il y a un désordre de bâtiment, que ce désordre est générateur d'exposition problématique, et puis faire prendre conscience au locataire quand les deux sont liés, que lui aussi a un rôle pour faire diminuer les expositions. Mais c'est vrai qu'en matière de santé-environnement, c'est pas toujours simple de pouvoir affirmer la causalité d'une pathologie. Voilà, ça peut être multifactoriel. L'asthme est multifactoriel. Il n'y a pas que l'environnement qui favorise l'asthme. Il peut être lié à un facteur génétique, il peut être lié à d'autres facteurs que l'environnement, mais l'environnement fait partie des causes aggravantes. Ouais. Pour beaucoup de pathologies, c'est difficile d'affirmer la causalité. Lionel ? Et pour rebondir sur ce que dit Madame, la difficulté quand on fait, parce que pas mal, quelques nombreux adhérents sont accrédités pour faire des audits à la fois sur la qualité de l'air intérieur dans différents cadres, on pourra y revenir plus tard, mais dans le cadre des logements. Et c'est vrai qu'il y a les paramètres de confort qui sont un premier lieu avec le renouvellement d'air, température, l'hygrométrie et autres. Et puis après, il y a tout un panel de produits à rechercher, dont les composés organiques volatiles, les COV, qu'on va identifier par le biais, j'allais dire qualitativement, pour savoir s'ils sont présents ou s'ils sont absents. Ce qui est compliqué, c'est quantitativement et de façon précise, parce qu'après, on a des seuils, dans certains cas et pas dans d'autres, pour essayer de trouver l'origine. Et c'est toute la problématique qu'évoque Madame, pour essayer de trouver l'origine et éventuellement les responsabilités, qu'il est difficile d'obtenir lorsqu'on fait des investigations, parce que les origines peuvent être tellement multiples et les doses pas suffisamment, l'origine des pathologies sont pas forcément liées totalement au logement, que c'est compliqué de faire des associations pour aboutir à une conclusion ferme et définitive qui va engendrer une responsabilité. C'est pour ça que c'est très complexe et que ça demande du temps, ça demande beaucoup de questionnements vis-à-vis des occupants, c'est-à-dire qu'il faut poser un certain nombre de questions aux occupants, de leurs habitudes de vie, à la fois dans le logement et en extérieur.
avec en parallèle des investigations métrologiques pour savoir ce qu'on va rechercher sur tel ou tel polluant au détriment d'autres, parce que j'allais dire le panel est tellement important que ce serait trop important et trop cher. Thierry, finalement, ce qu'on disait, 19 milliards d'euros, mais le diagnostic, l'audit n'est pas obligatoire dans le logement, alors que finalement, c'est là que, c'est ce que tu décrivais, Lionel, c'est que c'est là aussi qu'il y a une grosse source de risque, hein, c'est dans le logement. Et ça, c'est la première chose. Alors peut-être c'est obligatoire pour certaines choses, le radon que tu connais bien, mais pas pour tous les sujets. Non, c'est pas obligatoire pour pas beaucoup de sujets finalement, la qualité de l'air. C'est bien ça le problème. C'est que, comme disait Lionel, on vit aujourd'hui pas 80-90% dans des locaux fermés. On est dans son véhicule, on est dans son logement, on est dans son bureau. Mais finalement, l'endroit où on mesure le moins la qualité d'air, c'est bien dans son logement. Dans les locaux de travail, dans les ERP, moi je connais bien parce que je fais pas mal de mesures du radon. Dépistage et puis même des mesures pour trouver la cause d'où vient le radon quand on arrive à une solution absolument compliquée et qu'on a des niveaux très élevés. On le fait principalement dans les ERP et dans les locaux occupés par les travailleurs. On n'intervient quasiment jamais chez les particuliers. Et pourtant, bon, pas toujours les logements pour le radon dans les étages supérieurs, quoi qu'on peut avoir du radon dans les étages supérieurs, mais c'est surtout aux étages les plus proches du sol, et donc on contrôle pas. Beaucoup d'installations, et on sait aujourd'hui que les installations de ventilation sont à peu près à 80%. 80% des ventilations, des ventilations dans les logements sont pas conformes. 80%. C'est pas 10, c'est pas 20, c'est pas 80%. Et plus votre maison est parfaite, puis elle est performante énergétiquement, puis on regarde pas la ventilation. J'ai eu dernièrement à intervenir sur une expertise sur une ventilation d'un logement. Elle a à peu près une petite dizaine d'années, la maison. Ça fait des années qu'il y a des moisissures. Les professionnels sont intervenus, on n'a jamais pu trouver les raisons. Tout simplement, l'ADMC était hors service, elle n'a jamais été mise en route. C'est vraiment quelque chose que nous, on voit énormément dans nos pratiques et dans nos enquêtes environnementales. C'est l'importance de la ventilation et les conséquences quand il y en a une qui n'est pas conforme ou qui n'est pas adaptée, parce qu'elles ne sont pas toujours adaptées, même si elles sont présentes, elles ne sont pas forcément adaptées. Non, elles ne sont pas adaptées. Et à quel point on concentre les polluants et à quel point on majore les phénomènes d'humidité quand on a un défaut de ventilation. Mais ça, c'est très, très fréquent, nous, dans notre pratique. Et vous avez aussi, et vous avez souvent aussi des problèmes de budget, c'est-à-dire que les personnes qui ont des budgets relativement modestes ne veulent pas utiliser un mode de chauffage électrique, autre type de chauffage, vont utiliser des chauffages d'appoint. Et là, c'est catastrophique. C'est surtout, je pense, à des poêles à pétrole, ce genre de choses, où on a une émission de condensation absolument énorme. Et je parle pas de tout ce qui est éléments toxiques aussi, de monoxyde de carbone qu'ils peuvent avoir dans les locaux. Tout simplement la charge d'humidité. Et comme on a froid, comme ces personnes ont froid, parce qu'ils ont peu de moyens, veulent trouver une solution le plus économique possible, bouche les ventilations. Enfin, on rentre dans un cercle complètement dramatique. Donc, on n'a pas de contrôle. Ce que l'on a aujourd'hui, on a le DPE, diagnostic de performance énergétique, on a depuis 2006. Là, la nouvelle version qui va sortir au 1er juillet, on aura une plus grande identification du type de ventilation. On ne va pas encore à contrôler la ventilation elle-même, c'est demandé il y a eu des amendements dernièrement pour la loi climat ces derniers jours au Parlement, mais il est difficile de donner au DPE, diagnostic de performance énergétique, en plus un volet diagnostic ventilation. Il se limite tout simplement à la présence, à l'information de la présence ou non d'une ventilation et quel type de ventilation, avec des éléments beaucoup plus clairs, beaucoup plus lisibles pour l'acquéreur et le locataire. Donc c'est vrai que s'il voit qu'il y a une ventilation sur son document et que c'est une ventilation mécanique et que finalement on voit des moisissures et des choses on peut se poser des questions, est-ce qu'elles fonctionnent, elles ne fonctionnent pas. Il faudra bien un jour arriver, est-ce que ça sera dans un diagnostic électricité? Moi j'aurais tendance à voir dans un diagnostic, un complément des diagnostics que nous avons avec
un volet d'essence du logement. La notion d'essence du logement me plaît beaucoup. Et dans cette essence du logement, on le faisait il y a une quinzaine d'années. Je vois pas pourquoi on peut pas le refaire maintenant. Avec un volet, évidemment, on va contrôler s'il y a une entrée d'air, s'il y a une sortie d'air, pour des systèmes hors ventilation mécanique. Et s'il y a une ventilation mécanique, voir si elle fonctionne. Et si on a une ventilation mécanique, voir si elle est adaptée, si les bouches d'aération, enfin les bouches de ventilation sont bien compatibles avec le moteur. On met en place aujourd'hui des ventilations. On met en place des systèmes avec des détecteurs de présence, des détecteurs de personnes qui font que, moi je le vois en Bretagne, il y a des technologies, je ne vais pas entrer trop dans le détail, mais il y a des technologies de ventilation. Il n'y a que les Français qui utilisent ce mode de ventilation. C'est totalement inadapté au confort, à l'humidité. Néanmoins, ça donne une excellente note énergétique. Donc là, on peut avoir une très bonne note énergétique par une faible débit de ventilation, mais c'est catastrophique au niveau de la qualité de l'air. Oui, donc là, on peut opposer l'efficacité énergétique à la ventilation, mais ça, on le sait bien, parce que la perméabilité à l'air, c'est un sujet qui est connu dans le neuf. Je ne veux pas opposer, c'est complémentaire. C'est pas à s'opposer, c'est-à-dire qu'une très bonne performance énergétique, et on doit utiliser un très bon système de ventilation. C'est bien un élément complètement lié. Et là, d'ailleurs, ça fait partie de parce que on a porté au niveau de la chambre des mais je sais que la FIDI était dans cette image-là, dans cette volonté-là, c'était de dire qu'attention, les ventilations, dans le cadre de la performance énergétique des logements, aujourd'hui, les recommandations que l'on fait quand on veut isoler un bâtiment, je prends l'exemple des fenêtres, vous avez des fenêtres en simple du vitrage, on faisait des préconisations pour le DPE avec des fenêtres en double vitrage, mais on n'avait pas le droit de mettre la ventilation avec. C'était absolument stupide. Aujourd'hui, à partir du 1er juillet 2021, on pourra, dans nos préconisations de travaux, dire changez les fenêtres et surtout, mettez une ventilation mécanique. Maintenant, on va pouvoir le faire. Oui, pardon. Émilie. Je peux vraiment illustrer l'importance de la ventilation par une situation concrète où un jeune garçon, un jeune adolescent de 12 ans, en fait, se retrouvait avec une pathologie respiratoire sévère pour son âge et rarissime à cet âge-là d'ailleurs, pour des problèmes d'infiltration ancienne, c'est un bailleur social, et l'infiltration ancienne qui avait été dénoncée à plusieurs reprises depuis de nombreuses années par les parents, et à force, l'enfant s'est sensibilisé à ce milieu-là et a déclenché une pathologie sévère. Bon, donc du coup, ce logement est passé en insalubrité, avec nécessité de travaux, et donc tous les travaux d'isolation ont été faits, changement des huisseries, remise à neuf, enlèvement du torchis, tout a été fait nickel. Il y a eu des milliers d'euros injectés par le bailleur sur cette situation-là, et puis à la contre-visite pour la levée d'insalubrité, on constate qu'en fait tout est nickel, sauf que le nouveau système de ventilation ne fonctionne pas. Et pourquoi il ne fonctionne pas ? Parce qu'il n'était pas branché, tout simplement. Donc, on repartait dans un processus probablement de phénomène de condensation et de nouveau de problèmes d'humidité différents, non pas d'infiltration, mais de condensation, tout simplement parce qu'on a minimisé l'importance de la ventilation. On a injecté des milliers d'euros sur cette rénovation-là. Et puis, le parent pauvre, la ventilation, on l'a laissé de côté, on n'a pas branché le système et on risquait de nouveau de réexposer l'enfant à des moisissures et des problématiques pour sa santé. Ouais. Donc, oui. Lionel, quand on regarde finalement, on peut dire que les éléments de la CAI, on va parler du DPE aussi, je vois le public, il y a 130 personnes qui sont avec nous aujourd'hui, donc ils attendent aussi ce cher public attend qu'on parle un peu de DPE également. Quand on regarde la QAI aujourd'hui, les éléments pour la qualité de l'air intérieur sont disséminés dans différents rapports, ce que j'entends, y compris peut-être la décence du logement. Alors ça, ce que j'ai pas compris, Thierry, c'est si c'était réellement réalisé ces diagnostics d'essence de logement, mais est-ce qu'aujourd'hui il faudrait pas militer pour un vrai rapport QAI, étant donné les enjeux, et qu'on ait un vrai diagnostic qui soit fait dans les logements? Alors, en fait, ce qu'on a porté à la FIDI, qui portera peut-être les fruits un jour, c'est qu'aujourd'hui, la qualité de l'air intérieur, la surveillance de la qualité de l'air intérieur est obligatoire dans le cadre des ERP. Il y a des obligations pour les établissements recevant des enfants en bas âge notamment, et sur lequel je vais être très très court, sur lequel il y a deux modes de réalisation. Il y a l'auto-évaluation par le biais d'un guide pratique qui permet d'établir des actions annuelles avec un bilan pratique, ou alors des campagnes de mesure. Et en fait,
la problématique que vient de décrire Madame. Tous les ERP sont concernés? Alors, il y a des échelons, c'est-à-dire que les ERP, des établissements qui accueillent des enfants de moins de 6 ans auraient dû être faits à partir de janvier 2018, du 1er janvier 2018. 1er janvier 2020, c'est les établissements recevant du public d'enseignement et de formation professionnelle du second degré. Et janvier 23, 1er janvier 2023, pardon, les autres ERP. Mais pour revenir au mode de réalisation qui est donc deux modes, auto-évaluation par le biais d'un guide pratique et donc d'un questionnaire ou la campagne de mesure. Ce que vient de décrire Madame, c'est soit les logements sont équipés, mais l'usage fait que les gens ne l'utilisent pas ou transforment ou bouchent ou en fait par leur mode de vie vont réduire le renouvellement d'air. Et par le biais de nos différents diagnostics, parce qu'on suit quelque part la vie de l'immeuble, la vie du bâti à la location, à la vente. Et nous, on peut, sans forcément rajouter un diagnostic supplémentaire, mais ne serait-ce qu'un questionnaire supplémentaire, avoir déjà un retour sur la qualité de l'air intérieur pour orienter les choses, déjà des comportements. Ça commence par les comportements et ensuite des travaux. Donc, en effet, c'est ce qu'on défend à la FIDI, c'est que on transpose de façon pas trop lourde, mais dans un premier temps assez légère, dans l'habitat, cette problématique de la qualité de l'air, parce que c'est une vraie problématique, sans pour autant faire un vrai diagnostic du jour au lendemain et que ce soit progressif, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Oui. Alors, Émilie, finalement, ça permettrait sûrement de limiter les pathologies en ayant un état des lieux, parce que les diagnostiqueurs c'est un peu le médecin de famille du logement, hein, le diagnostiqueur. Donc, le diagnostiqueur passe souvent dans le logement et il pourrait déceler un peu en amont et éviter qu'il y ait des maladies qui aient lieu après. Est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous militez, d'avoir un peu une systématisation des recherches? Un diagnostic de la qualité de l'air intérieur, à mon sens, devrait se faire logement occupé. Justement pour prendre part et avoir conscience de comment le logement est occupé. Donc, il y a le danger d'un diagnostic qualité de l'air, c'est qu'il se fasse logement non occupé. Et là, il y aurait un contresens. Donc, avoir des visites effectivement personnalisées, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre, mais oui, c'est de cette manière-là qu'il faudrait le faire. C'est évidemment, dans le cas du radon, on est vraiment dans cette problématique. On ne peut mesurer du radon dans un établissement, dans un logement, que s'il est occupé, puisque la concentration du radon se mesure en fonction du mode d'occupation. Et donc, on est vraiment dans la même situation que la qualité de l'air en général. La qualité de l'air, c'est un bâtiment ou un logement sans personnes. On va avoir les barrettes propres, on va avoir l'entretien de la ventilation à peu près propre. Voilà, et finalement, évidemment, au fil des années, la VMC tombe en panne, c'est d'une responsabilité de propriétaire quand même. Les grilles de ventilation sont obstruées par la poussière, par l'encrassement, c'est une responsabilité locataire. Donc, c'est difficile à déterminer ce type de diagnostic. Mais on peut quand même avoir un état des lieux. Et c'est tout le sujet d'un projet de loi qui a été présenté par Guillaume Vuilletet sur la décence du logement. Donc, globaliser l'ensemble des diagnostics immobiliers avec une synthèse et rajouter dans cette synthèse qui est actuelle, sur l'amiante, le plomb, l'électricité, le gaz, on en passe, et le DPE évidemment, rajouter un volet décence du logement, dire les surfaces, est-ce qu'elles sont conformes, les volumes, est-ce qu'ils sont conformes, parce qu'on parle pas de volume. Mais il y a aussi, on a un souci de volume d'air, c'est-à-dire que pour que les locaux soient décents au sens de la qualité de l'air, il faut qu'il y ait suffisamment de volume pour une population appropriée dans le logement. Donc tout ça, c'est lié. Et c'est vrai que si ce texte de loi un jour voit vraiment le jour et est adopté, on aura énormément gagné dans le cas de la transaction immobilière, dans le cas d'un nouveau bail. On l'aura pas en cours de vie. Alors, on peut estimer un jour aller chez les gens en cours de vie. Ça sera difficile sur les points de vue juridiques, sur un point de vue constitutionnel. Là, je travaille beaucoup sur une meilleure vision sur la constitutionnalité des diagnostics. Je comprends mieux ce qui se passe et qu'on ne peut pas imposer à monsieur tout le monde qui vit chez lui et qui est propriétaire de son logement de le fliquer finalement. Il est libre chez lui. Par contre, quand il loue un bien, c'est le cas des bailleurs sociaux, c'est le cas des bailleurs privés. Là, on n'est plus sur la même responsabilité. On a une responsabilité quand même des personnes qu'on accueille sous un toit que l'on loue. Oui, il est plus libre à l'extérieur, mais il est encore libre
en ce moment, hein, avec les confinements, mais il est libre chez lui, Heureusement, sans rentrer dans les détails. Mais en termes de marché, ça pose quelques questions quand même. C'est à la fois, est-ce que le particulier maître d'ouvrage ou occupant voudra réaliser ce diagnostic? Et puis, il y a eu des allers-retours aussi sur ce marché de QAI. Je crois que c'est Ségolène Royal, Lionel Jeannot, qui à l'époque avait permis de reculer un peu sur ce sujet de QAI. Oui, alors en fait, les premiers textes sur les audits de la qualité de l'air intérieur impliquaient des obligations de travaux, notamment sur l'émission des COV, et ça impliquait des travaux conséquents et lourds qui n'étaient pas forcément réalisables parce que l'émissivité des matériaux neufs et qui émettent peu de COV est quand même pas très simple à trouver ou très coûteux, et ce qui fait que c'est la raison majeure pour laquelle les dates ont été repoussées. Et maintenant, le texte a été, j'allais dire, modifié de manière à ce qu'il y ait des mises en place en fonction de l'audit qui est choisi, soit c'est des mesures métrologiques, soit c'est le suivi du guide par un questionnement et par l'usage des ERP qui en est fait, qui va impliquer justement des mises en place de travaux liés à la ventilation, liés à différentes problématiques constatées, mais qui seront moins lourds à suivre. Donc c'est pour ça que les différentes dates ont été repoussées et qui maintenant, comme je le citais tout à l'heure, sont obligatoires pour un certain nombre de RP. Mais est-ce qu'il y a un marché aujourd'hui? Est-ce que les diagnostiqueurs immobiliers constatent qu'il y a une demande de la part des maîtres d'ouvrage? Dans le cadre des ERP et des maîtres d'ouvrage qui détiennent ces ERP, oui, il y a des appels d'offres qui sont lancés, ouais. Il y a des demandes de devis qui sont faites. Oui, il y a un marché, très clairement. Ouais. Alors pour parler un peu du DPE, Thierry, il y a un nouveau DPE qui arrive, hein, et qui va imposer. Je vois aussi dans les fils de discussion des choses qui passent sur les logiciels, hein, mais ça c'est encore un autre sujet. Je pense que le logiciel n'est pas encore tout à fait au point, tout à fait prêt. Et donc aujourd'hui, il y a quand même le DPE va changer pas mal de choses, et notamment sur la partie rénovation. Oui, alors déjà le DPE à partir du 1er juillet 2021, quel que soit le DPE deviendra, alors j'aime plus trop ce mot parce que il est galvaudé, deviendra opposable. C'est-à-dire que le DPE finalement à partir du 1er juillet est un diagnostic comme un autre, comme un diagnostic amiant, un diagnostic électricité, un diagnostic gaz. Il aura la même responsabilité, la même portabilité juridique, qu'il soit tertiaire, ERP, sur commerce et évidemment sur logement. La seule chose que dit la loi Elan, c'est que le DPE ne sera pas opposable sur ses recommandations de travaux. Point. Donc ça veut dire que tout le reste est opposable. Donc déjà, le propriétaire qui va donner un DPE à son acquéreur et donner un DPE à son locataire, là encore, quel que soit le type de DPE, ça peut être un DPE neuf, va classer son logement, va déterminer un classement des logements qui est sous la responsabilité du propriétaire. Évidemment, le propriétaire n'est pas sachant, il va faire venir un diagnostiqueur qui, lui, va déterminer la classification énergétique du logement, pour être simple sur le logement. Et c'est tous les enjeux de la politique actuelle du gouvernement, et c'est d'instaurer dans la loi, ça a été instauré hier, il y a les articles 39 et 44 de la loi climat qui ont été adoptés au Parlement, bon, il faut que ça passe le Sénat, etc., mais ça a déjà été adopté. Donc c'est considérable, c'est l'article 39 de mémoire, précise que chaque logement a une définition, chaque bâtiment a une définition, on va dire sur le logement, de sa classification. Aujourd'hui, un logement, je dis, tiens, j'ai un appartement, c'est un T3, il fait 65 mètres carrés. Demain, on va dire, c'est un T3 qui fait 65 mètres carrés et qui est classé en E. C'est un élément qui sera complètement intégré dans son logement. Ce qui est important, c'est que si on est en F ou en G, il va y avoir des contraintes de la part de l'État vis-à-vis du propriétaire, notamment propriétaire bailleur, mais aussi propriétaire occupant, pour lui dire que votre logement il est classé en F, et bien à partir de 2023, vous ne pourrez plus augmenter vos loyers si vous êtes propriétaire bailleur, et à partir de 2028, vous ne pourrez plus le vendre en tant que logement en tant que tel. Vous pourrez vendre votre bien, c'est pas encore défini par les textes, mais vous pourrez vendre votre bien comme un bâtiment, mais pas comme un logement, puisqu'il ne répondra plus aux critères de décence du logement.
Et donc, c'est bien la notion de décence qui est prise en compte. Et donc, parce qu'on a quand même, comme on est les propriétaires de notre bien, on a le droit d'en faire son usage, on a le droit d'en faire ce que l'on veut. Si je veux le vendre, si je veux le louer, je peux faire tout ce que je veux, mais à des conditions de respecter certains textes. Et dans le cas de la location, il faut que le logement soit décent. Et donc, c'est là où les critères en 2028 ou plus tard, les logements qui seront en F et G ne seront plus louables du tout et encore moins vendables en tant que tel. Est-ce que ça serait pas une bonne opportunité aussi, Lionel, pour dire dans cette décence, je rajoute aussi cette qualité de l'air intérieur et j'en profite pour regarder de manière globale et pas que l'aspect énergétique, hein, parce que là, ce que si j'ai bien compris, Thierry, c'est qu'on raccroche la décence à l'aspect énergétique, en tout cas étiquette, mais on va faire fi des autres problèmes qu'il peut y avoir. Ah ben non, la logique des étiquettes F et G concerne uniquement la performance énergétique et les critères qui en dépendent, mais cette classification n'est pas le résultat des autres critères liés à la décence ou à la qualité de l'air intérieur. Hein. C'est uniquement lié à la performance énergétique. Hein. Oui, donc c'est ce que je disais. Je me suis peut-être mal exprimé, mais si on parle de décence, mais on regardera la décence que sur la focale de la performance énergétique. Oui, alors tu peux appeler ça décence, mais en fait, c'est un problème de performance énergétique par rapport à ce qui est attendu. Donc, en effet, ce qu'a cité Thierry sur les dates, c'est tout à fait vrai. Oui. C'est-à-dire qu'il va y avoir des conséquences lourdes pour les étiquettes en F et G à partir du 1er janvier 2022. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas peur, Émilie, on va revenir sur ce DPE, mais là, je le lis à la QAI qui fait partie aussi du sujet. Est-ce qu'on n'a pas peur que finalement, avec ce DPE qui vont imposer, on imagine des travaux, on fasse encore des effets Tupperware avec des boîtes qui sont fermées et sur lesquelles finalement on aggrave cette qualité de l'air intérieur pour améliorer la performance énergétique? C'est le risque si on n'a pas une réflexion globale de rénovation, si on ne réfléchit pas à la rénovation comme un ensemble, donc tenir compte de l'isolation, de la ventilation adaptée à l'isolation et tout. Donc il faut réfléchir en global et pas en segmentant il faut du transversal, il faut réfléchir global, c'est sûr. Oui, parce que finalement, là, vous liez, Émilie, ces sujets à travers différents types de diagnostics. On travaille un peu en silo sur les diagnostics et pour cause, c'est la réglementation qui l'impose. Pardon, Thierry, C'est tout l'enjeu du DPE. Le nouveau DPE, l'enjeu, c'est de la rénovation globale. L'objectif, c'est pas de sortir les bâtiments du F et G. L'objectif, c'est 2050, c'est bas carbone, c'est la réduction de notre empreinte énergétique sur la planète. Il faut y embarquer la rénovation énergétique. Et ce que l'on intègre dans cette rénovation énergétique, c'est également intégrer le confort des occupants dans leur logement. C'est vraiment une vision globale. Le DPE est le début du commencement et le témoin, le thermomètre de contrôle de la rénovation énergétique. C'est-à-dire qu'on va donner une étiquette à un logement pour lui dire où il doit aller pour atteindre le A et le B. Parce que l'objectif, c'est pas être C, D, E. L'objectif, c'est d'être A et B. Tous les logements devront être en A et B en 2050. C'est une obligation que l'on a vis-à-vis des générations futures. Oui. Donc, c'est un outil énorme. Donc ça serait ballot effectivement d'embarquer que la rénovation énergétique. C'est avec 20 000 euros peut-être on sait un peu, on connaît à peu près les coûts quand on veut rénover un bâtiment ou 25 000 euros par logement et du coup dans 20 ans ou dans 10 ans se dire mais mince on a oublié un sujet qui est effectivement la qualité de l'air intérieur ou la décence ou enfin d'autres aspects qui fait qu'il faut remettre au pot pour rénover de nouveau son logement. C'est exactement ça. Mais pour commencer, chaque édifice, il faut commencer par les fondations. Et le DPE, c'est la fondation de toute l'approche de la rénovation énergétique et de la réhabilitation des bâtiments. La loi climat, qui est donc certains articles ont été publiés hier, adoptés hier, pour être plus exact, démontre également dans les copropriétés, on commence à intégrer la rénovation énergétique, donner une classification pour emporter les travaux, faire ce qu'on appelle un plan pluriannuel des travaux qui va permettre de programmer dans les copropriétés toute cette évolution. Quand on a un appartement, qu'on a un problème de ventilation dans un appartement parce que ça a été isolé, c'est pas le problème que du propriétaire de l'appartement, c'est le problème de la copropriété. Donc, si on ne regarde pas la globalité de la ventilation, si on n'a pas une vision globale de la ventilation de cet immeuble par rapport à une isolation qu'on aura adaptée, on ne pourra rien faire. Là aussi, on a un gros souci, c'est qu'on a un souci économique, c'est que les particuliers n'ont pas les moyens d'engager des rénovations. Quand je parlais de 25 000 euros,
c'est la somme minimale qu'on a estimée en France pour tendre à une rénovation globale, logement par logement. Alors, c'est sûr que les logements qui ont été construits dans les années 2000, parce que maintenant, je fais attention, avant, je disais les années 90, mais on a fait un saut. Dans les années 2000, ils n'ont pas un grand besoin de rénovation énergétique, à part mettre des capteurs solaires pour améliorer. Mais dès qu'on va aller sur des bâtiments plus anciens, donc dans les années 80, on aura besoin de faire de la rénovation énergétique. Là, il faudra être très vigilant sur la qualité du renouvellement d'air. Et puis, dès qu'on va aller sur les bâtiments les plus anciens, là, ça va devenir important. Mais la rénovation énergétique va engager l'ensemble des besoins de rénovation tout court. Oui. Émilie, quand on regarde finalement les pathologies que vous pouvez avoir, est-ce qu'il y a comment est-ce qu'on appelle ça, sur des foyers d'épidémies, pour prendre un exemple par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, mais des foyers d'épidémies de gens qui sont plus malades dans certains types de bâtiments parce que les bâtiments sont mal construits. Est-ce que vous avez déjà des choses comme ça qui apparaissent, des gens qui ont des problèmes dans certains types de bâtiments? Je prendrai un exemple, une copropriété, un immeuble qui serait malsain et qui génère beaucoup de pathologies. Ou vous le constatez pas? Les immeubles anciens qui ont été isolés présentent souvent des problèmes de moisissure. Ouais. Parce que isolation non adaptée, ventilation non adaptée à l'isolation, ça c'est fréquent. Après, je n'ai pas encore réfléchi à ça, à savoir si on identifie, mais oui, très clairement, les immeubles anciens, rénovés et isolés, s'ils n'ont pas été faits et réfléchis de manière globale, encore une fois, présentent souvent des phénomènes de moisissure. Oui, c'est ce qu'on disait, c'est quand on change les fenêtres, il faut changer la ventilation aussi. Il y a des ABAC, je crois, pour ça, qui définissent ces éléments-là. Alors, je crois qu'on en avait parlé, c'est l'hôpital de Strasbourg a sorti une étude sur les allergènes. Peut-être on peut en parler 2 minutes, Émilie. Je ne sais pas si c'est l'hôpital de Strasbourg qui a sorti d'études. Strasbourg est à l'origine d'une des formations qui existent en France sur habitat et santé, santé respiratoire et habitat. Donc, il y a une formation octroyée à Marseille et une autre à Strasbourg par l'hôpital de Strasbourg, qui est DU santé respiratoire et habitat. Voilà. Oui. Après, des études sur les allergènes et polluants existants dans les logements, il y en a plein. Ouais. Je pense que vous voulez parler du DU en question. Oui, c'était ça. Je voulais parler. Lionel, tu voulais préciser quelque chose? Non, en fait, pour rebondir sur Strasbourg et surtout sur le marché lié à la qualité de l'air intérieur de l'habitat, il est clair qu'il n'y a pas d'obligation. En revanche, là où on est consulté plus à l'issue de consultations chez des médecins, et certains médecins vont dire attention, il faudra peut-être faire une enquête, un questionnement ou faire quelques mesures. Et c'est principalement dans ces cas-là qu'il y a des investigations sur la qualité de l'air intérieur de l'habitation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas automatique et il n'y a pas d'arsenal législatif qui permet de le faire. Ouais. J'ai une question de Jean-Michel qui dit identifier les sources et les responsabilités n'est pas simple, mais au niveau macro, est-ce que si on s'assurait déjà que la ventilation existe et que la qualité est suffisante, ça n'améliorerait pas significativement la situation, c'est-à-dire regarder toute la qualité des ventilations qui existent? Oui, c'est vrai, mais sur un bâtiment neuf, il y a des normes sur lesquelles c'est clair, et donc là, il y a pas de débat. Sur la rénovation, ça dépend s'il y a des maîtres d'œuvre, s'il y a différents corps d'État qui permettent justement d'avoir une transversalité pour justement prévoir les bonnes ventilations au bon moment et si toutes les normes sont bien respectées. Et puis après, il y a l'usage qui est fait du bâtiment. Et c'est vrai que si on est capable de constater dès le départ qu'il y a tout le matériel technique de renouvellement d'air qui permettent justement d'assurer un confort, on devrait commencer par là. Mais déjà, on le voit par le petit bout de la lorgnette, comme je le disais tout à l'heure, par de certains diagnostics qui vont être le gaz notamment, sur lequel on va voir s'il y a le minimum de ventilation. C'est là qu'on constate qu'il y en a qui sont bouchés. On peut commencer, je continue, on peut commencer tout simplement à se rappeler qu'il y a une réglementation, ça s'appelle la RT, la réglementation thermique des bâtiments existants qui date de mémoire du 1er avril 2008.
À cette date, dès qu'on change une fenêtre et on met une fenêtre en double vitrage, on doit mettre une grille de ventilation dessus. C'est une obligation. C'est pas autre chose, une obligation. Donc c'est comme la route. C'est une obligation, mais dans les faits, on le voit. Ah non, mais je vous dis, on est loin de le voir systématiquement. C'est une obligation, c'est une responsabilité pénale de la personne qui l'a posée, de l'entreprise qui l'a posée, et rien d'autre, puisqu'il a l'obligation de le faire. C'est dans la loi et c'est pas pratiqué. Est-ce qu'on voit, Émilie, même dans des cas de bailleurs sociaux où il y aurait des immeubles qui sont rénovés, on ne voit pas ces ventilations qui sont posées sur les fenêtres au moment où c'est changé? Ça, vous avez déjà constaté? Oui, oui, oui. Oui, donc ça veut dire qu'y compris des professionnels de la rénovation pour le coup, moi j'ai des patients qui me disent qu'ils ont changé leurs fenêtres, des propriétaires occupants pour le coup, et que c'est l'installateur qui a dit je vous mets pas ça parce que au niveau sonore vous n'allez pas le supporter, parce que voilà. Donc régulièrement les grilles d'arrivée d'air sont supprimées par les installateurs eux-mêmes. Ouais. Il y a une question de art et métier, donc je pense que c'est une copropriété qui dit dans l'haussmannien, il n'y a pas de renouvellement d'air. Est-ce obligatoire aussi? Dans l'haussmannien, il y a un renouvellement d'air. Le renouvellement d'air, c'est ce que je disais au préalable, on est dans une construction et un bâtiment dit construit en mode ouvert. Donc les fenêtres, c'est des fenêtres qui étaient en bois, simple vitrage, pas étanches, et le renouvellement d'air se faisait de cette façon-là. Donc si on a changé la construction, la structure du bâtiment, ce qui est souvent le cas, comme les toitures, les charpentes n'ont pas été, c'est pas des charpentes qui ont été faites pour être isolées. Donc, quand on isole les charpentes, mince, manque de chance, on a des départs de parasites, on a des problèmes d'autres types de champignons. Parce que les bois n'ont pas été faits pour être dans cette configuration-là. Donc, il faut bien se rendre compte que le bâti ancien était conçu comme en mode vert, on pouvait y respirer. On avait des cheminées qui se fermaient plus ou moins avec une trappe, vous savez, une trappe en métal sur la cheminée. C'était pas trop étanche, tout ça, mais on vivait comme ça. Donc, on était bien dans un mode de ventilation. On a modifié la structure du bâtiment pour notre confort, ce qui est compréhensible. Hein. Pour le bruit, ce que vous disiez, madame, c'est exactement ça. Pour le bruit, les gens ne veulent pas mettre de grille, mais on crée des désordres. Mais il faudra se rappeler, c'est du bon sens. Hein. Il suffit de comprendre le fonctionnement d'une ventilation et l'intérêt d'une ventilation pour comprendre à quel point, finalement, c'est simple, mais rarement respecté. Oui, il y a un cas, il y a Jean-Louis qui nous fait un petit témoignage qui dit le seul cas où on n'a pas besoin d'entrée d'air dans les menuiseries extérieures, c'est si on installe une ventilation double flux. Est-ce que vous confirmez cet aspect Oui, on peut confirmer. Il y avait une question un peu technique pour toi, Lionel, puisque tu en as parlé sur le diagnostic gaz. Dans le diagnostic gaz, est-ce qu'on mesure aussi on mesure le CO2, mais est-ce qu'on mesure d'autres choses comme les formaldéhydes, les COV, ou on se limite juste au CO2? Dans le diagnostic gaz que l'on fait dans le cadre du locatif et de la vente, on ne mesure pas les formaldéhyde ou COV. Ouais. Non, on n'est pas dans la qualité de l'air intérieur. Oui, donc on se limite, on mesure, c'est le CO, hein, c'est le monoxyde de carbone, hein, c'est ça? Le monoxyde de carbone, c'est tout. Ouais. Encore une fois, faire un diagnostic qualité de l'air intérieur et à la recherche de COV quand il n'y a pas d'occupant, sauf les bâtiments neufs avec relargage de formaldéhyde ou autre, il y a peu d'intérêt. Hein. Il y a une question de Léon qui dit les CMEI de Strasbourg rendent-ils des rapports comme les DPE pour savoir quels sont les allergènes qu'on trouve dans les logements? Alors, comme je l'expliquais, en fait, les enquêtes environnementales ne sont justifiées que sur prescription médicale et les rapports qu'on fait sont destinés strictement aux médecins et aux patients. Après, le patient, il en fait ce qu'il veut, mais on n'a pas vocation. Après, les données, on pourrait faire une base de données, effectivement, et extrapoler, mais au départ, le rapport, il y a un rapport qui est rendu, mais qui est pour le médecin et pour le patient. Oui. Alors sur les travaux, on en a parlé un petit peu, mais juste pour être bien clair, c'est qu'il y a des matériaux, il ne faut pas changer avec des matériaux émissifs. Est-ce qu'aujourd'hui, les industriels ont sorti des matériaux qui permettent de rénover et de ne pas aggraver ces problèmes de rénover énergétiquement et de ne pas aggraver le problème de qualité de l'intérieur? Oui, ça fait partie aussi d'un sujet sur le DPE que la Chambre d'Université a apporté. Je suis sûr que je ne suis pas le seul, Lionel, il doit partager cet avis. C'est qu'on a demandé qu'on ait une vision beaucoup plus forte sur les matériaux biosourcés, des matériaux plus neutres.
et ça n'a pas pu être pris en compte initialement, mais on voit bien les pouvoirs publics aujourd'hui aller vers cette approche. Il est quand même plus sain d'isoler avec des matériaux qui n'ont pas de formaldéhyde, qui n'ont pas ce type dans les isolants. Donc c'est vraiment une prise en compte de plus en plus réelle. Mais on est au début du commencement. Oui. Lionel ? C'est toute la problématique des matériaux peu émissifs, c'est que industriellement, ça fait l'objet de recherche, ça existe, mais c'est plus coûteux. Donc le principe, c'est de trouver une solution à l'équation qui est de produire à coût modéré des matériaux peu émissifs, ce qui n'est pas encore tout à fait simple aujourd'hui. Oui, puis il faut changer les chaînes de production industrielle. On voit toute la difficulté. Les mentalités aussi. Et les mentalités. Les modes de pose, les techniques ne sont pas les mêmes. Enfin, il y a beaucoup de choses à changer. Oui, c'est ce que disait Émilie, c'est qu'effectivement, il faut faire attention aussi à ce que l'ensemble des installateurs soient sensibilisés à ces sujets et qui conseillent correctement leurs clients, qu'ils installent des produits de qualité. Alors, il y a Christian qui nous fait une remarque. Ne serait-il pas le bon de prendre ce critère, alors je ne sais pas de quel critère il parle, dans les diagnostics DTG pour les copros. Alors c'est les critères dans les diagnostics techniques globales le diagnostic technique global des copros, les critères de décence et peut-être de qualité de l'air intérieur aussi. Mais dans un DTG, c'est déjà pris en compte. Ouais. La conception même du DTG, l'élaboration de la DTG, tous ces éléments doivent être pris en compte puisque le principe d'un DTG, c'est de préparer un plan pluriannuel des travaux sur les 10 prochaines années. Et oui, donc, non, mais pardon. Mais c'est vraiment d'envisager la ventilation, de voir si la ventilation est défectueuse ou inopérante, inadaptée par rapport au bâtiment actuel et inadaptée par rapport aux évolutions. Donc c'est vrai que la décence au point de vue, pas logement individuel, mais au point de vue de logement collectif, c'est-à-dire dans la partie commune, tous ces éléments-là doivent être pris en compte. Je pense que ce que sous-entend Christian, si c'est bien Christian auquel je pense, qui est un grand professionnel, il parle de la qualité de l'air qui pourrait être inclus dans le dossier, dans le DTG. Oui. Ah, la qualité de l'air, oui. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Ouais. Oui, parce que le DTG, finalement, ça met en perspective les travaux et ça doit un peu donner un programme de travaux. Et donc, effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a le DPE qui va modifier sûrement la manière dont seront rédigés les DTG ou peut-être un peu les modifier. Et du coup, il faudrait intégrer aussi un peu mieux ces problèmes de qualité d'air intérieur pour pas avoir à tout refaire dans quelques années. C'est le principe même du DTG. Le principe, il va pas changer. Le nouveau DTG sera le même que l'ancien. La seule différence, il y aura des volets juridiques ou enfin plutôt comptables qui ne seront pas vus. Mais le volet technique, c'est le même. Le principe même de la DTG, c'est vérifier la structure du bâtiment, la santé et la sécurité de l'immeuble, la sécurité de l'immeuble et la santé des occupants. Donc déjà, tous ces critères de renouvellement d'air doivent être pris en compte dans le DTG aujourd'hui. Mais je sais que je ne le vois pas toujours, mais ça doit être déjà le cas. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour, à moins que vous ayez des choses à rajouter. On a fait à peu près le tour sur ce sujet qualité de l'air intérieur, rénovation énergétique. Bon, ce que j'en entends pour résumer sous votre contrôle, si on doit tirer une conclusion, Thierry, Lionel et Émilie, c'est que effectivement le DPE, ça va imposer une nouvelle marche en termes de rénovation énergétique. Mais dans cette rénovation énergétique, il faut aussi prendre en compte cette qualité de l'air intérieur, tant elle est importante, parce qu'il ne faudrait pas faire des travaux et puis après devoir revenir parce qu'on n'a pas bien anticipé ces aspects de décence que vous appelez. Tout à fait. C'est sous-jacent. Moi, je peux vous dire, je finirai. Bon. C'est-à-dire que la qualité de l'air dans le DPE, qui est le début de la consolidation d'une rénovation énergétique, la qualité de l'air, c'est sous-jacent, mais ce n'est pas encore exprimé en tant que tel comme une nécessité de vérifier. Et ça, je le conçois vraiment, et c'est vraiment un gros sujet. Donc, la rénovation énergétique par le DPE, oui. On dit qu'il faudra regarder la ventilation, mais on ne l'écrit pas. Voilà. Et ce que dit Émilie, c'est qu'effectivement, la difficulté, c'est aussi de réaliser ces diagnostics de qualité de l'air intérieur quand il y a des occupants. Et donc, ce qui n'est pas toujours le cas pour un DPE lors d'une vente ou d'une mise en location.
Voilà, donc en tout cas, je vous remercie beaucoup tous les trois pour. Lionel, tu voulais préciser quelque chose? Non, juste une chose. En fait, la qualité de l'air intérieur, moi, ça fait, enfin, la qualité de l'air, je suis ça depuis 20 ans. C'est comme les autres marchés, c'est des marchés qui fonctionneront à partir du moment où il y aura des obligations légales. Ouais. En France, on est tous comme ça. Si on n'a pas l'obligation de le faire, on le fait pas. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut être conscient. Donc il y a des choses qui fonctionnent, mais ça reste à la marge pour le moment. Et puis après, je vous engage à suivre la conférence suivante parce que je pense que vous allez apprendre des choses. J'anticipe un peu, Xavier, mais sur ce que va dire Stéphane Prouzeau sur le DPE. Pour ceux qui ont pas mal de questions sur le DPE, je pense que Stéphane pourra apporter énormément de réponses. Voilà, là, tu nous fais la transition, tu me fais la transition toute trouvée. Je t'en remercie. Alors, je vous remercie beaucoup, Émilie. Merci pour d'avoir participé. Merci pour votre sollicitation. C'était la deuxième fois qu'on se voyait. Lionel Jeannot également pour la FIDI. C'est un grand plaisir. Thierry Marchand pour la CDI, Chambre des diagnostiqueurs immobiliers FNAIM. Le prochain coup, Lionel, tu reviendras. On va mettre le logo dans le bon sens.